Mais je pense que c'est un peu nécessaire pour faire la liaison avec ces objets. En fait, les vidéos, je vous ai expliqué, elles viennent après les objets. Bien que je continue à faire les deux, mais bon, dans l'ordre chronologique, elles sont venues un peu après. Normalement, elles sont projetées en boucle. Et donc, comme il n'y en a aucune qui fait la même durée, en fait, vous pouvez rester des heures à regarder jamais la même chose, en fait. Avant-hier, il y a quelqu'un qui m'interrogeait sur le fait qu'elles se terminent brutalement, les vidéos. Et en fait, c'est surtout pour donner l'impression qu'on est dans un instant. C'est pas dans quelque chose qui va se développer, mais c'est un instant qui est ramené sans arrêt ici. Enfin, tout le temps où on regarde le film, en fait, qui est ramené plusieurs fois. Et c'est pour nous laisser un peu dans cet instant-là. Mais un instant où, si vous les regardez attentivement, on ne peut pas mettre de discours. On ne peut pas faire le lien vraiment entre le personnage et l'objet. C'est quelque chose... avant-hier, c'est pareil, quelqu'un me parlait de l'effet Kuleshov. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'effet Kuleshov. C'est quand on met deux images côte à côte, et en fait, on en garde une, on enlève l'autre, on met autre chose, et on a encore un sens, et on peut changer comme ça. Par exemple, on met un homme avec une machine à laver, une femme avec une machine à laver, un chat avec une machine à laver, pour trouver des sens, c'est jamais le même. Mais là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est que là, on ne peut pas arriver à mettre un discours. On peut trouver des hypothèses un petit peu explicatives, mais ça ne sont que des hypothèses, mais on ne peut pas vraiment trouver la clé. Et en fait, c'est la difficulté que je rencontre quand je faisais ces vidéos-là, c'est le problème de trouver une image et d'associer un personnage qui n'a rien à voir à faire avec cette image-là. C'est vraiment le plus difficile. Enfin, tout au moins pour moi, c'était le plus difficile. Et donc, c'est une histoire de démonter un petit peu nos représentations habituelles et nous mettre un peu devant quelque chose d'autre. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est déconstruire une réalité, en fait, pour nous amener un peu à l'idée du réel, ce que pas mal de philosophes ont évoqué, le réel, mais je pense que il y a des gens qui ont dit que c'était quelque chose du domaine de l'insaisissable, comme Lacan par exemple. Mais il y a des gens quand même, des philosophes comme Rosset, qui ont évoqué quand même plus la possibilité de s'approcher de ce réel à travers des notions comme l'allégresse ou des choses comme ça. Et je pense qu'effectivement, c'est des moments qui sont un peu exceptionnels, qui sont vraiment très très fugitifs, où on est dans une perte de quelque chose d'habituel et on pourrait d'un seul coup avoir une autre représentation. Mais en fait, on rebascule dans une autre représentation habituelle. On n'arrive pas vraiment à en trouver une nouvelle. Mais c'est des vidéos, comme les objets blancs, qui essaient d'inciter à être plus attentif à ces moments-là et peut-être trouver des nouvelles représentations un peu des choses. Voilà. Mais globalement, sont des problèmes. Aristote, c'est le livre des problèmes, mais c'est un peu ça, quoi. C'est toute une suite de problèmes, quoi. Et je les appelle des pièces à vivre. Parce qu'en fait, faut vraiment... Le directeur du centre d'art de Poitiers disait qu'en fait, devant ces vidéos, soit il fallait se sauver, soit il fallait avoir le courage de les affronter. Et c'est un petit peu ça, faut être en face et non pas forcément les regarder en essayant d'avoir une belle histoire, mais il y a une remise en cause qui doit se faire normalement. Voilà, je pense que Miguel va pouvoir vous dire plein de choses là-dessus. Bonsoir. Non, je vais faire quelques petits commentaires pour commencer, sans oublier que ça s'appelle La perte du bonheur, l'exposition de Patrick. Moi, j'en ai pas parlé, mais... Alors, dis deux mots sur pourquoi la perte du bonheur. La perte du bonheur, parce que je pense qu'effectivement, il y a une perte un peu des représentations actuellement, et du coup, il y a une perte du désir. Ce qui crée le désir, c'est le manque, c'est toujours quelque chose qui a à venir, mais
Et maintenant, on est arrivé dans un tel mode de consommation que on n'a presque pas le temps d'attendre. C'est-à-dire que maintenant, on peut commander quelque chose, c'est tout s'il arrive pas tout de suite. Et du coup, il y a plus ce manque, il y a plus cette attente. Et quelque part, le bonheur, c'est toujours quelque chose qui vient, qui est à venir. Hein. Enfin, tout au moins qu'on nous fait croire. Hein. Et comme il n'y a plus cette entente-là, effectivement, quelque part, il y a un espèce d'état dépressif qui se crée. Effectivement, il y a aussi de plus en plus d'usage d'antidépresseurs. Voilà, c'est ça que je voulais un petit peu dire. C'est sûr qu'il y a des usages d'antidépresseurs. Oui. Et, non, bon, alors, effectivement, par rapport au bonheur, c'est là-dessus que Patrick il a eu la gentillesse de m'inviter, et Camille. C'était par rapport à quelque chose qui pouvait s'accrocher avec mon travail plus en tant que chercheur et philosophe par rapport au bonheur un peu. Alors comme ça, quelques réflexions comme ça par rapport à ce que je viens de découvrir, parce que j'avais vu les œuvres de Patrick seulement sur internet, je n'avais pas vu là. Alors c'est vrai que moi je suis latino-américain, je suis argentin, comme mon accent les laisse entendre. Et au fait, en Amérique du Sud, en Amérique latine, on appelle le monde occidental le patio de los objetos, que ça veut dire la cour des objets. La cour dans le sens de la cour de récréation, non la cour, pas la cour du roi, mais la cour des objets. Et on dit que l'Occident, voilà, c'est ces lieux-là dans lesquels ils sont nés des objets, et qu'avant il n'y avait pas d'objets. Et c'est vrai que quand vous allez, moi je travaille beaucoup socialement et un peu politiquement avec une coordination des nations indiennes du sud de l'Amérique, et c'est vrai que moi je suis de Buenos Aires, alors je suis un hybride, non? Mais c'est vrai que quand j'y vais voir comme ça les Mapuches, les Wichí, mon lieu à moi c'est plutôt le nord-ouest de l'Argentine, que c'est le sud de l'Empire Inca, donc et voilà, il y a des Aymara, bon, enfin peu importe. Quand on va, on voit qu'il n'y a pas d'objets, ce sont des cultures sans objets. Et pourtant il y a des marchés avec des choses que nous on appelle des objets. Et au fait, les objets, pour l'Occident, ils sont ces côtés fantasmatiques qu'a donné Patrick aux objets qu'on vient de voir. Hein. C'est-à-dire, ce sont des fantômes, et des fantômes dangereux, parce qu'ils vous possèdent. Les objets vous possèdent, non? Et alors, non pas que les Indiens n'aient pas des choses, mais ces choses-là sont comme en continuité, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'objet et les sujets. Non? Et par là, on définit l'Occident. La séparation cartésienne des sujets et objets. Et dans les cultures non occidentales, il n'y a pas cette rupture. Il n'y a ni l'écosystème et la personne, ni la montagne et l'Indien. Il n'y a pas non plus d'objets. Il y a des ustensiles, mais les ustensiles sont comme des continuations du bras, et ne sont pas des objets désirables du tout, sont des continuations, c'est-à-dire qu'on construit des choses qui permettent de faire des choses, n'est-ce pas? Et on se méfie beaucoup des objets, parce que les Occidentaux, la colonie, est arrivée avec plein d'objets. Il faut avoir des objets, non? Et les objets, le bonheur, en Occident, on mesure son niveau de bonheur par rapport aux objets. Alors moi, je suis chercheur en neurophysiologie, je travaille sur l'articulation entre les objets digitaux et les cerveaux. Par exemple, je travaille pour voir quelles sont les modifications cérébrales, pas psychologiques seulement, cérébrales, dues à l'utilisation quotidienne des objets digitaux, des GPS, des smartphones, tout ça. Alors, c'est vrai que quand on voit comme ça en Occident le fait de posséder des objets devrait nous rendre heureux,
comme être chercheur ne nourrit pas son homme, et comme je me suis beaucoup reproduit, alors j'ai travaillé en tant que clinicien, psychanalyste en psychiatrie, non? Et la seule chose qu'on peut constater en tant que métèque qui a des patients français, c'est qu'ils sont très tristes, ils sont très déprimés, ceux qui se laissent attraper par les objets. Parce qu'on ne peut pas posséder ces objets sans être possédé par les objets. Il y a tout un truc que les cultures non occidentales comprennent, qui est la possession. C'est Marcel Mauss, l'anthropologue Marcel Mauss, qui parle du don et contre-don, et qui explique, aujourd'hui je charrie un tout petit peu Patrick parce qu'il m'a offert un livre, et maintenant il m'a offert un deuxième livre, j'ai dit, oula, 2 cadeaux de suite, ça c'est dangereux, non? C'est trop de dons, tu es possédé, n'est-ce pas? Et alors, effectivement, il y a ces ritualisations des objets dans lesquelles personne se croit malin et heureux parce qu'il y a des objets. Au contraire, on dit attention, attention. Et je pense que c'est, je sais pas, c'est un ami Mapuche, Guarani, je sais pas, des nations que je connais chez moi, était venu voir l'exposition de Patrick et se serait ressenti, il était, ah mais voilà. Et ces gars-là, il a compris, ce sont des fantômes dangereux, non? Et avec des contours pas très clairs, non? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a là? Moi, par vocation, j'ai vu une sorte de fusil mitraillette, mais bon, il y avait d'autres objets aussi. Il y avait des masques, il y avait tout ce que vous avez vu, et on devinait. Mais donc, ce qui fait Patrick, c'est qu'il leur rend les caractères flous. Ne croyez pas trop à ce que vous voyez. Non, ne croyez pas trop à ce que vous voyez. Et ces côtés fantasmatiques, voilà, c'est ce qu'on renonce, non, pour posséder. Je crois pouvoir posséder tel objet. Non? Et quand je crois posséder tel objet, c'est parce que donc je ne le vois plus comme un fantôme un peu flou, pas tout à fait défini, comme dirait Simondon, pas tout à fait individualisé. Vous voyez, l'individualisation. Il y a du pré-individuel qui se balade, il y a du pré-individuel qui fait que la chose ne soit pas tout à fait la chose, n'est-ce pas? Alors bon, voilà, la question du bonheur, c'est quelque chose, moi j'ai beaucoup travaillé en philosophie, en neurophysiologie et en psy. La question du bonheur, non, parce que c'est vrai que le bonheur est quelque chose qu'on ne peut jamais viser directement. Qui vise le bonheur se condamne au malheur, n'est-ce pas? Le bonheur arrive de surcroît. Et quand on dit cette bêtise horrible, horrible, mortifère, qui dit « tu as tout pour être heureux », c'est horrible, parce qu'à vrai dire, il n'y a pas un tout pour être heureux. On est heureux bêtement, n'importe où, et pour aucune raison. Et alors, c'est ça où le monde des objets, que Patrick présente comme ça, fantomatiquement, le monde des objets, justement, c'est tout à fait le contraire. On croit qu'on pourrait être heureux, non? Et en fait, c'est là où on s'est fait piéger. La vérité, c'est que moi, dans ma très longue vie, j'étais heureux dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer, que c'est l'image même de l'horreur absolue, et je pouvais être tout à coup heureux. Et quand j'avais tout pour être heureux, ben, non, je n'étais pas heureux, comme tout le monde, parce que ça arrive de surcroît. Mais c'est là où il faut les laisser. Il faut laisser que ça arrive ou que ça n'arrive pas. Vous comprenez? Mais viser les bonheurs, donc viser les objets, c'est se condamner au malheur. Cet été, j'ai fait une expérience limite, comme ça, vraiment, avec beaucoup de courage. J'étais à Belle-Île, il y avait une piscine, était vide. Moi, comme je vous dis, je me suis beaucoup reproduit, alors mes filles avaient eu la bonne idée de filer ailleurs. Donc c'était silence, il y avait une piscine et une transat à côté. Alors je dis, ouais, c'est le moment, là c'est aujourd'hui ou jamais. Je suis allé même chercher un jus de fruits. Je me suis mis sur la transat, le jus de fruits à côté de la piscine et j'attendais. J'ai dit, et là j'ai culpabilisé, j'ai dit, mais comment merde, il faut que je sois heureux, là, quand même, c'est le prototype, même l'archétype du bonheur. Et la vérité, c'est que je suis emmerdé, quoi. Je me suis emmerdé.
premier commentaire. Mais l'idée, c'était un dialogue aussi, non? Mais il y a un lien entre la culpabilité et le bonheur, non? C'est-à-dire que les gens n'arrêtent pas de culpabiliser parce qu'ils ont les smartphones, ils ont la bagnole, ils ont leurs habits qu'il faut, la maison qu'il faut. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Eh bien, il faut oublier le bonheur. Il faut oublier le bonheur et ne pas courir derrière parce que c'est la carotte qui discipline, quoi. C'est la carotte qui discipline tout le monde, quoi. C'est-à-dire, voilà, en faisant sa vie, chacun trouve autre. Après, bon, d'un point de vue neurophysiologique, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a qui sont plus ou moins dotés, vous voyez. Il y en a qui sont plus ou moins dotés, qui ont aussi des neuromédiateurs, parfois, vous voyez. Il y en a qui sont plus ou moins dotés. Il y en a, c'est qui sont tout le temps une tête de sucer un citron, on dit quand même, non? C'est-à-dire comme ça. Et c'est vrai qu'en plus, bon, le bonheur, c'est pas chic non plus. Le bonheur, être très heureux comme un Brésilien en carnaval, vous voyez, c'est pas chic. C'est beaucoup plus chic d'être un Argentin triste avec du tango, par exemple. Oui, Il y a encore un autre aspect, peut-être, enfin il y en a plein d'autres, hein, sûrement. C'est que je ne crois pas qu'on peut être vraiment heureux si on est replié sur soi, quoi, hein. C'est le rapport avec les autres qui favorise aussi c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Oui, je pense qu'il y a un bonheur qui n'est pas le petit bonheur occidental, voilà, qui a à voir avec ce que Spinoza a appelé la joie. Alors, la joie est un sentiment toujours dans lequel on est lié à quelque chose et paradoxalement, on est très désindividualisé. Hein, c'est-à-dire, le bonheur est une sorte de joie frôlatée, non? C'est-à-dire... égocentré. Si, mais comme toujours, quand on est égocentré, comme on n'est pas un égo, on loupe toujours la cible. Non? Parce qu'être un individu est une fiction. Alors c'est pour ça qu'on culpabilise, qu'on est malheureux, parce que plus on se croit être un individu, moins on existe. Non, moi j'ai eu la chance d'être pendant longtemps très proche de Jean Mallory, non? Et Jean Mallory disait que les Inuits, avec lesquels il avait passé une bonne partie de sa vie, il disait ça, il disait plus je me sens individu, moins je me sens exister. Non? Il devait le dire d'une façon que Jean l'a traduit, mais bon, ça voulait dire ça, c'est-à-dire que l'idée, plus on se vit comme un individu, plus on est dans une sorte d'illusion, non? D'une illusion que ça fait louper la cible. Et plus on est en proie aux passions tristes. Plus on est dans les passions tristes, absolument. Les passions tristes, pour Spinoza, sont celles qui individualisent. Oui. Non, qu'individualiste. Et plus on va vers le comment, les comment ça ne veut pas dire forcément un groupe de personnes. Les comment, c'est son rapport avec la musique, avec l'écosystème, avec la poésie. C'est pas la collectivité forcément, ça peut l'être. Mais... Et alors, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qu'aujourd'hui on est en train de vivre une crise majeurissime de l'Occident et ce que l'Occident a produit, qui s'appelle l'Anthropocène, non? Et là-dedans, effectivement, on se rend compte quand même que Descartes s'était trompé, quoi. On n'était pas des individus qui ont devaient devenir maîtres et possesseurs de la nature. On faisait partie de la nature et tout à coup on se dit oh, qu'est-ce qu'on a fait avec la nature? Mais c'est une phrase folle. Qu'est-ce qu'on a fait avec nous? Parce que nous, on fait partie de la nature, quoi. Non? Alors là, maintenant, on est dans une époque d'une crise énorme, très très dangereuse, très destructrice, mais dans laquelle émerge un tout petit peu l'idée de... Mais peut-être qu'on n'était pas que des individus, non? Et comment ça émerge? Émerge parce qu'on se rend compte qu'on est des êtres et des liens, qu'on est un nœud des liens. On se rend compte que ce que j'ai fait a des incidences dans l'écosystème, dans la société. On se rend compte pourquoi? Parce que je suis lié.
tout est un, mais il faut être au bon niveau pour ça. Pas tout est un. Il y a une individuation, mais simplement cette individuation n'est jamais totale. C'est-à-dire, il y a une phrase, justement, puisque tu cites Spinoza, non, il y a une phrase de Spinoza qui dit les hommes, il devrait dire les individus, là, il faut ce qu'il veut dire, c'est croire libres du seul fait qu'ils ignorent leurs chaînes. Or, l'idée alors de l'homme, et on dit homme parce que pour Descartes, c'était l'homme hétérosexuel, blanc, ni trop vieux ni trop jeune, non, comme il définit l'homme, non. Et alors, effectivement, l'homme occidental, quand tu entends cette phrase, il lit cette phrase, Spinoza, il dit « Ah, on se croit libre parce qu'on ignore nos chaînes, donc il faut casser les chaînes. » Et c'est la mauvaise réponse. Là, on n'a fait pas avancer les schmimblick. Pourquoi? Parce que la bonne réponse, c'est comment je peux traiter ce que je croyais être mes chaînes comme mes liens. C'est-à-dire que la seule émancipation, ce n'est pas de couper les chaînes, ça n'existe pas couper les chaînes. C'est transformer les chaînes, donc ce que j'ai pâti, en lien que j'ai agi. Non? C'est-à-dire, comment je peux m'expérimenter comme un être des liens ou être un esclave qui se sent enchaîné. La troisième possibilité d'être un individu sans chaîne et sans lien, ça c'est l'illusion qui a détruit, bon, c'est l'anthropocène. C'est une pure destruction de soi et de l'autre, et avec le bonheur des objets qui finissent par nous réifier. C'est pour ça que j'ai trouvé que dans les objets de Patrick comme ça, renvoyer les objets à leur existence douteuse, il y avait un geste très fort. Non? Oui, tout à l'heure, Miguel parlait un petit peu de notre esclavage des objets qu'on est tributaire d'eux. Et en fait, j'ai oublié de vous dire que dans les objets blancs, bien souvent, ils sont choisis par rapport à des expressions populaires. Alors, il y en a une qui court partout à ce moment dans les médias, c'est être droit dans ses bottes. Mais il y a aussi être un vrai panier percé, ou dire de quelqu'un que c'est un drôle de revolver, etc. Il y a plein d'expressions comme ça qui montrent quand même une espèce d'identification qu'on fait spontanément avec les objets. Et qui corrobore ce que disait Miguel, qu'effectivement, on est sous dépendance. On devient objet. Ouais. C'est-à-dire l'homme modulaire, l'homme qui fonctionne, sans parler des délires transhumanistes, n'est-ce pas? On devient des objets, quoi. On devient des objets. En neurophysiologie, c'est pas très rigolo peut-être pour parler maintenant, mais en neurophysiologie, tout le travail que j'ai fait depuis des années, c'est pour voir comment il existe une délégation des fonctions cérébrales vers la machine qui affaiblissent et atrophient les fonctions cérébrales. N'est-ce pas? C'est-à-dire que on devient, du coup là, il y a une matérialisation de devenir objet. Alors c'est très drôle parce que les chercheurs ont dit « Ah, c'est très drôle, là, c'est fantastique, on est très content », sauf qu'on trouve c'est horrible. mais c'est vrai que pendant des années, quand on a travaillé, j'ai publié beaucoup là-dessus, de comment cette délégation des fonctions vers la machine, ce que j'ai raconté à Patrick dans les trains, on a travaillé par exemple sur les GPS, non? Et alors, voilà, je ne vous raconte pas tout le truc, mais dans tous les cas, effectivement, les noyaux sous-corticaux qui s'occupent de cartographier les temps et l'espace, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans maximum d'utilisation des GPS, ils sont atrophiés. Alors ça veut dire qu'on ne se repère plus, quoi. On perd des repères. Il y a une désorganisation du cerveau, n'est-ce pas? Alors bon, nous, ça nous faisait beaucoup rire, trouver ça, mais bon, le résultat était horrible. Alors, les sujets qui s'étaient prêtés à cette expérience, on nous demandait, mais c'est réversible? Et alors, on nous disait, oui, ils partaient tranquilles, sauf que comme ils partaient en conduisant avec GPS, nous, d'un point de vue médical, on disait, aucun problème, c'est réversible. Alors, on s'en allait content, mais programmer son GPS pour s'en aller. Alors, nous, on disait, c'est réversible, mais tu vois,
Quand il n'entendait plus, on a dit mais pas pour toi. Mais ça, c'est l'aliénation, le marxisme. Quand Marx il décrit ce qui arrive aux ouvriers, c'est-à-dire que Marx, il ne pouvait même pas imaginer à quel point la réification de la société, de l'homme allait arriver. Parce qu'à l'époque de Marx, on pouvait pas, on était en train d'abîmer déjà la nature. Non, à partir de la révolution industrielle, on était en train de polluer, mais bon, encore on n'était pas arrivé au point critique. Mais on ne modifiait pas l'homme biologiquement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, avec les génies génétiques, c'est-à-dire quand même, maintenant, on a vu qu'est-ce qu'on a fait en essayant de modifier la nature. Je ne vous dis pas qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant qu'on peut modifier biologiquement l'être humain, n'est-ce pas? Et cette modification s'est fait aussi pas qu'activement, c'est fait par pollution, par des perturbateurs endocriniens. Et certains, dans l'ordre du pire, on peut toujours faire mieux. Absolument. Je ne sais plus quoi dire, moi. J'avais une petite question par rapport aux personnes qui sont stigmatisées en marge de la société. Je pense typiquement aux personnes qui ont des pathologies psychiatriques et dont le lien est souvent rompu, où elles n'ont pas pu justement créer un lien suffisamment bon pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Comment vous le pensez par rapport à tout ce qu'on s'est dit justement sur la question du bonheur, alors que le lien c'est ce qui nous constitue, mais qui manque fondamentalement chez ces... Alors je veux dire, dans la pathologie psychiatrique, moi je viens de la psychiatrie alternative, l'antipsychiatrie, mais je suis très prudent parce que je suis un clinicien depuis très longtemps, et alors il n'y a aucun type d'émancipation par la folie. Je fais très attention à toute apologie, car en général, c'est des gens qui ont la chance d'être des premiers de loin en contact avec la souffrance psychique. Donc, il y a une vraie souffrance psychique. Mais si je dois te dire qu'est-ce qui aujourd'hui pose problème d'un point de vue de la psychopathologie sociale, c'est la normopathie. C'est beaucoup plus grave ce qui est en train d'arriver aux normaux-normalisés, hyper-normalisés, que les bons vieux barjots. Et ils souffrent, hein, c'est-à-dire, il faut savoir qu'en France, il y a des hôpitaux dans lesquels il y a des gens qui sont hospitalisés là depuis 20 ans, démolis. La psychiatrie est horrible et en France va très mal, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que quand on a une vision un peu bifocale, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas idéaliser la folie dans aucun cas. Quoique, là, j'ai parlé de pathologies graves, hein, sinon être barjot et un peu déconnecté, c'est quand même pas mal, non? Non, c'est vrai, parce qu'il y a toute une frange de barjots qui, quand même, se démerdent pas mal, non? Mais le problème, si on doit dire aujourd'hui, d'un point de vue de santé publique, et vraiment là, je parle de santé publique, c'est la normopathie. C'est terrible. C'est terrible, c'est-à-dire la dépendance neurophysiologique, même pas psychologique, aux objets digitaux, la délégation des fonctions, la perte de toute dimension d'existence pour aller vers un fonctionnement. Il y a une esthétique de fonctionnement, non? C'est-à-dire l'autre qui compte combien de pas il a fait pour rentrer chez lui et qui ne peut pas débrancher le téléphone la nuit et qui est en train de regarder des séries. C'est-à-dire, c'est un tout petit peu ce que Pascal Blaise, non? Il disait les divertissements, non? Et ça, on est dans un niveau de normopathie terrible. C'est-à-dire que quand on commence à voir arriver en consultation une sorte de souffrance que, d'après le manuel de psychiatrie, l'autre il est normal, tu vois. De toute façon, d'après la courbe de Gauss, il est normal. Mais il y a une normopathie très forte. Être très normal aujourd'hui, c'est plutôt très mauvais, oui. Parce
qu'on est dans une société, vous le savez, bon, toi tu es très jeune, mais tu vois, par exemple, moi je suis arrivé en France il y a presque 40 ans. Et quand je suis arrivé, tu vois, il y avait une marginalité dans cette marginalité, il y avait une marginalité joyeuse, la bohème, comme chante l'autre, l'arménien, tu vois. Et dans cette marginalité, il y avait quand même la place pour des barjots. Tu vois, tu ne savais jamais, tu vois, plus ou moins barjots. Et ils pouvaient vivre, tu vois. Il y avait la place pour ceux qui, effectivement, faisaient l'éloge pratique de la paresse, tu vois. Ils ne voulaient pas devenir des machines à produire, tu vois. Donc il y avait une sorte de biodiversité, tu vois, qui aujourd'hui, même par rapport au phénotype, c'est-à-dire par rapport au corps, c'est réduit comme ça. Tu vois, c'est pas possible qu'être gros soit considéré comme une pathologie. Tu comprends? C'est pas possible que pas dormir ou dormir mal ou avoir des anxiétés soit considéré comme une pathologie. Or, tout est pathologie. Tu vois, tout est pathologisé et il y a une sorte de voie unique où cette marginalité joyeuse, c'est plus possible. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, un jeune qui dit eh merde, moi je vais suivre ma route, tu vois, pour son plus grand bien, il y a une armée de psychologues autour qui disent non, mais quand même, non. Et voilà, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle dans l'école la pédagogie des compétences. Il faut apprendre des compétences utiles. Mais apprendre des compétences utiles, c'est une horreur parce que l'être humain, il est, comme dit Chuang-Tzu, profondément inutile. Pourquoi il est inutile? Parce qu'il n'est pas transitif. On ne doit pas servir à quelque chose. Et c'est là où nous sommes absolument piégés parce qu'on se auto-perçoit comme utile ou pas utile. C'est-à-dire que les mecs, la nana, qui, avant de dormir le soir, avant de prendre le somnifère, n'est-ce pas, et avec son iPhone à côté, je sais pas quoi, et même les trucs là pour les dents, c'est-à-dire maintenant, il ne faut plus grincer les dents. Alors, avant de dormir, il dit, mais comment c'était ma journée? Il se pense comme une machine. J'ai produit, j'ai fonctionné, n'est-ce pas? Et bon. Alors, effectivement, quand je suis là avec les Indiens, la plume dans le cul, mes copains, et qu'ils vendent les rayons de la journée, et qu'effectivement, ils existent. J'ai dit, c'est pas l'apologie du bon sauvage. Simplement, il faut savoir qu'encore et malgré tout, il y a des gens qui existent et qui ne se contentent pas de fonctionner, quoi. Et il faut dysfonctionner, C'est-à-dire quand les politiciens en France, de droite et de gauche, disent ben, il faut produire le travail, ben, ça dépend quel travail, il y a une différence entre activité et travail, par exemple. Bon. Je sens que l'image existe, c'est passionné. Moi j'ai une question sur le réel. C'est-à-dire que ce mot, justement avec le travail de Patrick, je trouve que ça fait réfléchir sur un nom qui ne représente plus rien. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut encore utiliser ce mot réel qui fige à partir du moment où on l'utilise quand on fait des recherches comme vous Bon, pour moi, le réel c'est fondamental. Parce que justement on est dans un monde postmoderne dans lequel, avec la technique, la tromperie du bonheur, etc., on nous dit tout est possible. Et donc la conséquence logique de tout est possible, si tout est possible, rien n'est réel. Parce que le réel, c'est ce qui limite le possible. C'est-à-dire, c'est pas possible être vivant et mort, c'est pas possible d'être ici et là-bas, sauf que maintenant, oui, avec les hologrammes, non? Alors, cette idée de tout est possible. Alors, justement, un défi fondamental aujourd'hui, mais alors fondamental, je peux te dire que c'est vraiment l'axe de mon travail en tant que chercheur, en philosophie, en biologie et politiquement, c'est quel est le point de réel qu'aujourd'hui on peut évoquer pour qui est en haut et en bas, et je ne sais pas si vous avez en tête les Galilées de Bertolt Brecht, à un moment donné dans lequel le petit moine, il dit on ne sait plus où est le haut, où est le bas, non, c'est-à-dire il évoque ces changements. Ben, il faut à un moment donné quand même que cette idée piégeante, parce que c'est ça, il croit
avoir coupé les chaînes. Et ils ont coupé les liens. Alors, tout est possible et c'est la folie d'un être humain sans lien ni chaîne. Or, la seule possibilité, c'est de transformer les chaînes en liens. Et aujourd'hui, voilà, moi je suis dans le milieu de la biologie, qui est un milieu restreint. Je suis l'ennemi juré total d'un médecin, un canaille absolu, qui s'appelle Laurent Alexandre, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La mort de la mort. C'est un post-humaniste, un transhumaniste. Et alors, effectivement, c'est-à-dire, c'est l'idée. Et pourquoi je vais mourir? C'est drôle parce que Ionesco a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Les rois se meurent, non? Et qui dit je suis le roi. Et tous les individus sont les rois. Et je suis le roi, pourquoi je vais mourir? Et alors, cette canaille absolue de Laurent Alexandre, qui est un chercheur, voilà, qui a pignon sur rue, qui est beaucoup plus important que moi au niveau médiatique, parce que vous imaginez, si moi je dis il faut mourir et lui il ne faut pas mourir, vous imaginez que les crédits pour la recherche. Et alors donc, voilà, c'est pour ça que le réel non pas dogmatique, non pas un réel dévoilé, je ne sais rien, mais la pensée qu'une limite, ce n'est pas une borne. Ça c'est Kant. Quand tu fais la différence entre limite et borne. Une borne, c'est ce qui borne ma puissance d'agir. Une limite, c'est ce qui rend possible ma puissance d'agir. Et ça, aujourd'hui, dans la société, penser que les limites, c'est ce qui garantit la liberté, c'est impossible. Et je le vois en tant que clinicien, c'est-à-dire, pourquoi je me limiterais? Les gens viennent me dire, mais j'ai des limites. Je dis, bon, heureusement, tu vois, sinon tu serais psychotique, on devrait te médiquer, parce que il n'y a que les psychotiques qui pensent pas avoir des limites. Et les psychotiques très graves, non? C'est pour ça que comme aujourd'hui les normaux désirent pas avoir de limites, notre problème psychiatrique le plus profond, c'est les normaux. Je dis, avec mon cacaphone, je suis ici et là-bas. Non, non, tu es ici, à vrai dire, c'est un téléphone, mais c'est... Je peux être partout. Jusqu'à un certain temps, les psys de ma génération, quand on entendait ça, on faisait le diagnostic, il est psychotique. Maintenant on dit, il est normal, où là? Moi j'aurais voulu entendre M. Pion nous expliquer un petit peu son rapport justement avec le mouvement anti-psychiatrique. Comment il irrigue votre travail et quelles sont vos réflexions sur ce domaine et comment il influence vos créations? Je me suis intéressé à l'antipsychiatrie déjà avant de rentrer aux Beaux-Arts. Et oui, c'était une réflexion qui m'avait... Le fait d'interroger déjà une institution comme ça, de la questionner, enfin de la mettre un peu en doute, c'est quelque chose qui m'attirait, c'était un âge aussi, hein. Il y a un âge aussi où on commence à tout remettre en question, et c'était à peu près cette époque-là. Et il se trouve qu'après, je suis rentré en psychiatrie. J'ai travaillé à peu près 30 ans en psychiatrie, comme artiste, et effectivement, j'étais assez imprégné d'idées d'antipsychiatrie, mais je dois quand même dire qu'à la décharge des psychiatres, c'est que j'ai trouvé une écoute au niveau de ma pratique. Je pouvais quand même, j'avais toute liberté de travail. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez étonnant. Alors, vous allez me dire, effectivement, c'était des gens qui venaient de la Borde ou des gens directement de là, et qui étaient ouverts à beaucoup d'expérimentation. C'est sûr que c'était la Borde. Bah oui, c'était un peu exceptionnel. C'était un peu particulier, oui. Mais oui, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours intéressé, parce que si vous voulez que je raconte toute ma vie, en fait, je suis né dans un petit village et à côté de chez moi, il y avait un hôpital psychiatrique. Donc, tous les jours, je voyais passer des gens qui étaient hospitalisés. Après, on a déménagé au bout de 4-5 ans, on a déménagé, on a été dans un village un petit peu plus important. Et dans ce village, il y avait un autre hôpital psychiatrique à côté de chez moi. Et là aussi, je voyais passer plein de gens. Et
Et à ce moment-là, on a commencé à me dire qu'est-ce que tu penses faire plus tard? Et quand je regardais autour de moi, que j'avais 10 ans, je me disais, bah, il y a les gens, les normaux, ils sont dentistes, plombiers. Hein. J'avais l'impression qu'ils étaient dépersonnalisés et qu'ils étaient ouais, qu'ils avaient pris un habit et qu'ils étaient dans autre chose, quoi, dans une uniforme, un peu comme ça. Et à côté de ça, je voyais passer des gens qui étaient hospitalisés, qui eux avaient l'air de péter la santé. Et quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je répondais pas, moi je voudrais être barjot parce que c'est comme, ça me paraît plus vivant que le reste. Quoi. Et quand je suis rentré après en psychiatrie, effectivement, au début j'ai eu un peu peur de m'inscrire là-dedans parce que j'enseignais en même temps. Et donc j'avais accepté d'y aller qu'un après-midi. Et puis tout doucement, je me suis un peu... je me suis pris d'amitié avec des gens et puis d'intérêt pour ça. Et donc finalement, je suis resté 30 ans. Quoi. Mais on a beaucoup travaillé, on a fait des choses assez... que je trouve assez exceptionnelles d'ailleurs. Parce que j'ai passé mon temps un petit peu à déconstruire. Parce que dans les hôpitaux, à cette époque-là, on parlait beaucoup d'art brut et tout ça. Et ça m'agaçait beaucoup de cette histoire d'art brut. Parce que je me disais, mais pourquoi les malades mentaux, soi-disant, peindraient toujours comme ça, quoi. Et j'ai passé mon temps à montrer qu'on pouvait faire autre chose, en fait. On faisait des happenings, on faisait des vidéos, on faisait des choses. Et quand je les ai montrées, tout le monde me disait, mais c'est un travail d'artiste. Bah, oui, et d'ailleurs, dans les gens que je voyais, il y en a qui sont devenus après artistes, qui se sont mis à avoir une pratique personnelle, qui ont montré leur travail. Alors au début, ça m'a un peu vexé, d'ailleurs. Et après, bon, je les ai même encouragés à continuer là-dedans. Et j'y suis plus, mais j'ai toujours des liens avec certains, comme ça, qui... donc voilà, mais moi j'aime bien remettre les choses en question en permanence, donc c'est pour ça que j'ai toujours du mal à m'inscrire dans quelque chose. Et puis que l'art, c'est le seul domaine qui me convient un peu, parce qu'on peut faire un peu comme ce qu'on veut. Pas complètement, mais un peu. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais. Mais il y avait des choses que je trouvais très intéressantes en psychiatrie. Dans l'antipsychiatrie, les textes de Laing m'ont beaucoup... en particulier un petit fascicule qui s'appelle Nœud, et que j'avais trouvé très intéressant, quoi, parce que le fait de passer par le langage et par des processus de pensée comme ça qui pouvaient peut-être pas dénouer des choses, mais qui pouvaient indiquer des choses très rapidement, en fait. Je trouvais ça vraiment intéressant. Voilà. Pas de commentaires, monsieur Bézet. J'avais une question juste par rapport, alors ça vient au début À quoi? aux vidéos que vous avez diffusées. Vous expliquiez que vous aviez essayé de mettre des images qui ne concordaient pas entre guillemets au niveau du sens. Et au début, vous avez mis des phrases, un titre, une phrase, je ne sais pas. Et je voulais savoir si c'était venu après l'assemblage de ces... Enfin, comment ça s'inscrit dans les vidéos? C'est une tentative les phrases, du sens ou... Ben, je ne vais pas vous dire que c'est des phrases qui étaient à partir d'une phrase, je peux faire une vidéo. Ça m'est rarement arrivé 2 fois, mais pas plus. Mais les phrases, en fait, elles viennent là un peu pour perturber aussi l'éventuel sens qu'on pourrait mettre sur une vidéo. Et je n'ai pas fait attention à celle-ci, mais en général, presque tous les titres, enfin la majorité des titres commencent par « ce n'est pas ». C'est vraiment une déconstruction, mais il y a une démarche qu'on appelle apophatique, c'est-à-dire essayer de décrire les choses parce qu'elles ne sont pas, et plutôt que parce qu'elles sont. Et donc c'est quelque chose qui entre aussi beaucoup dans mon travail. Cette idée de déconstruire et d'essayer un petit peu de sortir de ces schémas habituels, de ces représentations habituelles, pour laisser surgir l'être, quoi, un peu plus. Quoi. Donc, en fait, c'est un appel au spectateur pour voilà, pour sortir de la normalité. En espérant que ça se fera. Hein.
pourquoi ces personnages de films expressionnistes allemands qui sont justement souvent très emphatiques et pourquoi cet intérêt pour ces personnages-là? Parce que c'est le cinéma muet, on parle pas dans le cinéma muet, il n'y a pas de langage, et du coup l'être il apparaît beaucoup plus par ses expressions. Il y a beaucoup de mimiques, il y a une espèce d'exacerbation des traits, des postures, des choses comme ça, qu'on ne retrouve plus dans le cinéma actuel. Des fois, je regarde des films contemporains, on se demande s'ils pensent quelque chose, quoi. Tout au moins, s'ils vivent quelque chose. Il y a un texte qui est récité. Non, mais je pense à 2-3 acteurs français. Si vous les regardez, quelle que soit la situation, ils ont le même visage, ça ne bouge pas. Ils peuvent être face à un meurtre, ils ne bougent pas, ils sont face à quelque chose où il y a matière à rigoler, ils ne bougent pas non plus. Ils pourraient avoir un masque. C'est des masques, c'est vraiment des masques. Je trouve ça terrible, quand même. On en revient un petit peu à ce qu'on disait aussi tout à l'heure par rapport à l'expression du bonheur, etc. Où c'est pas chic d'avoir une expression très forte et très présente corporellement. C'est beaucoup plus chic d'être dans une retenue. Oui. Il y a un petit peu de ça peut-être aussi. Oui, ça devient normal. Oui, une espèce de normalité de la non. Oui, le normal devient normal. Mais bon, c'est ça aussi, les programmes, pour dire comme ça, cartésiens, maître et possesseur de la nature, ça veut dire que c'est ton corps en tant que nature. Ne pas laisser ton corps faire ce qu'il veut. Alors il y a, c'est vrai, des bouquins, 4 ou 5, de Duby et Ariès, des historiens, qui s'appellent l'histoire de la vie quotidienne, dans lesquels il y a beaucoup de passages dans lesquels on montre comment on a domestiqué les corps, la façon de rire, la façon de manger, la façon de... comment on a domestiqué les corps pour qu'ils deviennent des corps dans lesquels on oublie que c'est un corps. On va manger avec des ustensiles, on va faire de la nourriture un art, question qu'elle ne soit pas bouffée, n'est-ce pas? Mettre la main devant la bouche, mettre la main devant la bouche quand on va. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait des manuels, ces manuels sont là, on les trouve dans la Bibliothèque nationale, tous les manuels de l'époque dans lesquels on devait dresser les corps pour que les corps soient, on dirait aujourd'hui, les plus dématérialisés possible. Non? Et en tant que le métèque, les bougnoules, les négros, les sauvages, était celui qui était trop proche du corps. Trop proche du corps, et la femme, trop proche du corps. Voilà. On a toujours un petit peu pour la femme au passage. Mais non, mais bien sûr, c'est-à-dire la femme était trop proche du corps parce qu'elle accouchait, parce qu'elle avait ses règles, et alors donc, voilà, c'est-à-dire elle était peu civilisable. Voilà.